c'est vrai qu'on est français. Oui, Bonjour, oui. bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver tout le monde et tous Marius, les... Marie, Damien, bienvenue. Juste tous ceux qui sont dans l'ombre, Oui, quelque part. et les note takers aussi. C'est ça, les Humani, Épiphanie. Quel joli nom. Laure, très très bien. Bonjour, Ishak, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. je te donne encore une ou deux ou trois minutes, je sais pas. Là, on est mélangé entre, si je comprends bien, la France et le Canada. Et peut-être les pratiques en matière d'arriver à l'heure sont différentes, les normes culturelles. On va Mhm. voir. Bonjour, Christine. Jean-Claude peut-être, Boisseau, ou Jean-Charles, ou Jean-Christian. Non, on t'entend pas. Ouais, Jean-Christophe. Jean-Christophe. Christine. Allez. Là, vous avez le temps de vous pouvez en profiter pour respirer parce que c'est toujours une bonne chose de respirer, en fait. Ouais. On- un maître m'a enseigné un jour qu'il fallait respirer comme si ma vie en dépendait. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est un peu vrai. Et du coup, respirons en attendant. Bon. Stéphanie, tu nous donnes le départ quand tu sens le... Midi 3, puisque Philippe et moi sommes plutôt passionnés du sujet que nous avons pour vous aujourd'hui. Je propose qu'on commence tout en continuant d'accueillir les nouveaux et nouvelles personnes qui vont arriver. Alors, Philippe, est-ce que tu souhaites partager ton écran ou tu souhaites que je le fasse? Alors, j'adore partager mon écran. C'est un truc que je fais extrêmement bien, normalement. Donc, tac. Yes. Wow, je Ah, suis c'est pas mal. impressionnée. Ouais, absolument. Ah, Donc, bon. pour s'assurer que vous êtes dans le bon webinaire aujourd'hui, nous allons vous parler de comment on peut propulser son activité en coaching avec le modèle du Leadership Circle. Philippe et moi, on s'est rencontrés en préparation à cette session avec vous, cette conversation avec vous. Vraiment, et on a vraiment ciblé que notre souhait, notre intention, c'est juste de partager, de rendre accessible le modèle du Leadership Circle, qui pour nous est un modèle qui a plein de cohérence autant dans ce qui est important pour nous que ce qui est important pour les clients qu'on rencontre. On aimerait aussi vous inviter à poser vos questions au fur et à mesure. On veut que ce soit peut-être plus un ton conversationnel que juste unidirectionnel. Donc, n'hésitez pas soit à enlever la sourdine sur votre micro, écrire dans le chat. Je sais qu'on est transatlantique, donc si jamais mon accent devient trop difficile à comprendre, n'hésitez pas à poser la question dans le chat. Et je vous invite à faire la même chose si vous êtes de mon côté de l'Atlantique et que vous ne saisissez pas une expression plus européenne. N'hésitez pas non plus à l'ajouter dans le chat et on va faire de notre mieux pour pouvoir soutenir votre expérience ici. Hmm. Joli. Si vous comprenez pas mon accent aussi, n'hésitez pas. Parce que l'accent, c'est toujours celui des autres. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment le modèle du leadership circle qu'on aimerait vous présenter peut aider à développer son activité, euh, c'est particulièrement l'activité de coaching exécutif, donc de coaching de dirigeants. Et c'est ce qu'on va développer à la fois en vous donnant quelques éléments théoriques, des éléments pratiques, puis une conversation entre nous. Alors, non seulement je sais partager, mais je sais passer au slide suivant. Euh, En fait, l'idée, là, je cesse de plaisanter pendant un instant, c'est que la raison d'être du Leadership Circle est vraiment quelque chose qui nous anime et qui fait qu'on a du plaisir aussi à partager ce contenu. La mission du Leadership Circle, telle qu'elle est formulée en français, est que le Leadership Circle existe pour faire évoluer la pratique du leadership vers une pratique plus consciente, donc faire évoluer la pratique consciente du leadership, prendre soin de la planète et éveiller chacun de nous à notre unité profonde. Et il y a cette dimension d'éveil qui est au-delà de la pratique du leadership ordinaire.
mais qui nous inspire et à laquelle on s'est relié, Stéphanie et moi, quand on a préparé ce moment. Et voilà, Stéphanie, pardon, est-ce que tu as ajouté quelque chose? Non, je pense que tu l'as très bien présenté, mon cher Philippe. Non, on a mis des petits signes en bas des slides pour savoir qui parlait. Je viens de me rendre compte que j'avais parlé à la place de Stéphanie. Donc, je sens une confusion intérieure. Ok. Euh, Au-delà de la raison d'être, qui a une raison réelle, il y a des raisons très pratiques d'utiliser le modèle qu'on va vous présenter. Et pour nous, les coachs, parce que aussi bien Stéphanie que moi-même, on est aussi coach, facilitateur et on exerce avec des dirigeants, c'est un modèle très solide. C'est un modèle qui a été développé sur 20 ou 30 ans et qui est solide conceptuellement, qui est solide scientifiquement, puisqu'il y a beaucoup de stats derrière qui le justifient. Et du coup, enfin, c'est réellement un atout quand on le présente à une entreprise. Pour nous, c'est clairement un accélérateur de coaching. C'est-à-dire qu'en utilisant le modèle et les outils associés qui sont un 360, mais même juste le modèle, ça permet d'entrer rapidement dans des conversations profondes qui vont faire que le coaching va s'ouvrir très vite et qu'il va y avoir 10 séances avant de rentrer dans le cœur du sujet. En général, ça crée des relations à long terme avec nos clients. Moi, je ne sais pas Stéphanie, toi, mais j'ai des clients avec lesquels je travaille depuis 6 ans parce que c'est du développement. Donc, c'est pas juste je cherche à atteindre un objectif, c'est je cherche à grandir, à me transformer. Et donc, euh, c'est des relations relativement gratifiantes parce qu'elles sont profondes, elles sont longues euh, et elles permettent vraiment de travailler à long terme. Il y a un énorme effet de levier quand on travaille avec les dirigeants, pour ceux d'entre vous qui le font, parce que quand un dirigeant se transforme, un leader se transforme, en général, il a un impact sur l'ensemble des gens qui travaillent avec lui. Donc il y a aussi le plaisir de se rendre compte que ça a un impact plus large que simplement une personne, mais que ça peut changer la culture d'une organisation, ça peut avoir un impact beaucoup plus important. On a des clients enthousiastes aussi. Souvent, s'ils restent longtemps, c'est parce qu'ils apprécient le modèle, ils apprécient l'approche qui est plus profonde, qui va chercher des, des croyances, des modèles sous-jacents de manière plus profonde que beaucoup de modèles qui existent. Et c'est aussi un outil qu'on utilise aussi bien de manière individuelle que collective. C'est-à-dire, on peut l'utiliser dans un coaching d'un CEO, mais on peut l'utiliser aussi avec l'ensemble de son groupe de leadership. Ce modèle s'adapte absolument à un travail collectif, qui est une chose qu'on fait de plus en plus souvent. Et enfin, et vous le découvrirez si vous nous rejoignez un jour, il y a une communauté très soutenante. Il y a combien de coachs, Stéphanie, toi qui les connais Dans le tous par monde, leur... il y Oui, a environ 13 000 personnes dans le monde entier qui sont certifiées Leadership Circle. Je sais qu'au Canada, il y en a un petit peu plus, on en a un petit peu plus que 1000 qui sont certifiés au Canada. Et à peu près 12% de ces 1000 Canadiens sont francophones. c'est ça. Donc, par contre, la communauté En francophone France, je ne sais pas francophone parfait. est très sous-représentée. En France, il y en a une centaine. Donc, en fait, c'est tout petit par rapport à la communauté générale. Il a été traduit il y a quelques années en français, mais il y a évidemment de la place pour. C'est pour ça aussi qu'on a envie de promouvoir le modèle en français. Voilà. Pour les 7 raisons pour nous d'utiliser le modèle. Ah, enfin, on vous donnera peut-être des raisons aussi pour un dirigeant d'être intéressé par le modèle, euh, qui sont plus spécifiques. Très bien. Stéphanie, je crois que c'est à toi. Non, c'est à moi encore. Ah. Où s'intègrent les quatre. Ceux d'entre vous qui connaissent l'approche intégrale de Wilber connaissent peut-être ces 4 cadrans qui disent que dans la réalité, mais dans la réalité de l'entreprise aussi, tout se déploie en même temps sous 4 cadrans. Il y a toujours un intérieur qui est à gauche et un extérieur qui est à droite. Il y a toujours une dimension individuelle qui est en haut et une dimension collective qui est en bas. Et donc, dans une entreprise, souvent on se focalise sur l'extérieur. On regarde les compétences des gens, on mesure, on a des KPI, on regarde les comportements, les choses qu'on peut voir, et on regarde et on travaille sur l'organisation, sur la structure, sur les systèmes, sur les process. Et souvent, quand on veut changer quelque chose, on travaille beaucoup sur cet aspect-là.
Mais évidemment, la face invisible, qui est la face intérieure, est aussi importante. Et donc, aussi bien la face individuelle, qui est la psychologie, les pensées, les émotions, les modèles mentaux, que l'intérieur du collectif, qui est fait des histoires communes, qui est fait de la culture qui a été partagée. Et le modèle du Leadership Circle, il se situe essentiellement là, parce que le premier travail qu'on fait est autour du fonctionnement intérieur d'une personne en position de leadership, et il inclut aussi la culture quand on fait un travail collectif. Mais donc, c'est plus l'intérieur du fonctionnement interne d'un individu qui est en jeu et qu'on travaille, mais ce qui est souvent une bonne partie du coaching, mais que ce modèle permet de travailler en profondeur. Voilà pour le... Steph, bon, réellement? Bon, Bon, je peux en parler oh, oh, aussi. pardon? OK. Steph, J'ai dit, je peux vas-y. en parler aussi si tu veux. Oh, oui, bien sûr. Ça me posera. En fait, c'est ce qui arrive, c'est que nous, avec le Leadership Circle, c'est qu'on propose aux leaders de se développer de manière à être capable de rencontrer le contexte actuel qui est, bon, vous le savez, ici, on a le VICA, on a aussi maintenant le BANI qui est de plus en plus fragile, tu sais, qui est encore plus éphémère même que VICA. Donc, le leadership qu'on propose aux leaders pour se développer, c'est un leadership qui peut les rendre plus à l'aise à naviguer dans cette espèce de mouvement constant qu'on peut voir un peu comme quelqu'un qui fait du kayak sur des rapides, qui doit constamment s'ajuster, autant avec les éléments qui sont invisibles, comme peut-être une pierre qui se trouve sous l'eau, que les vagues, que parfois on fait un 360 dans l'eau. Donc tout ça, c'est un petit peu une métaphore idéale pour décrire le leadership aujourd'hui. Et ça nous amène à parler tout ça de ce que Robert Keegan a écrit comme étant l'inadéquation. Ça, c'est tiré du livre Immunité au changement, si vous connaissez. Et ce que Keegan et Lahey ont écrit, c'est que lorsque nous percevons que notre monde est beaucoup trop complexe, ce dont on parle, ce n'est pas seulement l'expérience de la complexité, mais c'est plutôt un décalage entre mon expérience de la complexité et ma propre complexité intérieure. Donc là, je vais vous donner l'exemple de mon père qui a à peu près qui a 72 ans et qui souvent est nostalgique, qui dit ah si on pouvait revenir dans les années 50, c'était beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment ce qui dit dans ces mots-là, ce qu'il décrit, c'est cette espèce de tension qu'il ressent entre sa propre capacité intérieure à rencontrer le niveau de complexité qu'il y a dans le contexte. Et selon Keegan et Lahey, il y a deux façons logiques de remédier à ce décalage-là. Soit qu'on réduit la complexité du monde, on rend le monde plus simple, bonne chance, ou on augmente notre propre complexité intérieure. Et c'est ce que propose le modèle du Leadership Circle. Ok, super. Et donc, le modèle repose fondamentalement sur une approche qui est une approche développementale que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent. Cette approche, il repose sur les théories du développement de l'adulte et entre autres sur la théorie de Kegan, dont Stéphanie a mentionné le nom il y a un instant, qui a beaucoup travaillé qui est un prof de psychologie de Harvard, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie de l'adulte. Et donc, le modèle repose sur une approche par stade de développement. Alors, à gauche, vous avez les stades de développement tels que les a définis le Leadership Circle. À droite, vous avez les stades de développement tels que Kegan les a définis. Mais on va regarder à gauche. L'idée est que quand on grandit en tant qu'adulte, on passe par des étapes successives, un peu comme un enfant passe par des étapes. Ceux d'entre vous qui ont des enfants savent qu'il y a des étapes. On rampe, puis on marche, puis on court, on fait des syllabes, puis après des mots, puis après des phrases. Donc il y a des étapes cognitives, motrices, psychologiques. Et à chaque étape, il y a de nouvelles compétences qui apparaissent. C'est un peu la même chose du côté du leadership. Il y a une première forme de leadership qui est une forme moins complexe, qui est le leadership égocentrique qu'on rencontre pas tellement dans les entreprises, qui peut se produire. Mais après, le leadership passe par des étapes successives. Il y a une phase réactive. On va développer ça un tout petit peu avant. Dans cette phase,
on réagit aux événements en fonction de programmes qu'on a intériorisés dans sa jeunesse, dans sa culture, mais sans beaucoup de conscience, un peu en mode pilote automatique. Il y a une phase plus créative dans laquelle on cherche à agir en fonction d'une intention. On se demande plus qu'est-ce que je veux moi plutôt que qu'est-ce que je dois faire en fonction des circonstances qui viennent à moi. Et donc, c'est une phase plus proactive, plus créative. Il y a une phase plus intégrale où je suis capable de voir les différentes parties de moi-même qui peuvent être totalement en contradiction, avec des polarités qui veulent aller dans un sens ou dans un autre, où je suis capable d'explorer les parties qui sont dans mon ombre et de les accepter, et donc d'avoir une vision plus large à la fois de moi-même et des autres, avec la possibilité aussi, dans des petits instants dans nos vies à nous qui ne sommes pas des mystiques, d'avoir des moments unitifs où on fait vraiment un avec ce qu'on fait, on est dans le flow et on est dans la justesse et l'ajustement à la réalité du moment. Et vous voyez que c'est pas un escalier, là ils sont les uns au-dessus des autres parce qu'il fallait bien donner un ordre, mais c'est plus une expansion, c'est-à-dire que chaque cercle inclut le précédent. Donc, dans le langage intégral, on dit inclut et transcende le précédent. Il inclut, mais il va plus loin. Et il permet aussi d'accéder au stade précédent. Donc il y a plus une expansion de la conscience qui va de j'ai une vue un peu limitée ma vue s'élargit progressivement et peut prendre en compte plus de choses, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça correspond grosso modo à trois stades qu'a identifié Kegan, qui est ce qu'il appelle socialized mind, l'esprit socialisé, self-authoring mind, l'esprit auteur, et self-transforming mind, l'esprit transformateur. Mais ce que montrent les études, c'est que la grande majorité des adultes, et c'est normal, puisqu'on passe forcément par cette étape aussi, et dans l'étape esprit socialisé, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas fait un travail aussi pour aller explorer leurs biais, leurs modèles mentaux, leurs croyances, sont plutôt dans cette phase-là, où leur centre de gravité est là, vous voyez un cercle dessiné derrière. On va voir que c'est le modèle même du Leadership Circle. Il est là pour illustrer, pour favoriser ce passage d'un stade à un autre et prendre conscience de la possibilité d'un tel passage. Donc, Hmm. Stéphane. Et juste pour mettre un peu l'emphase sur ce passage-là et pourquoi c'est si important à ce stade-ci, tu peux aller là, oui. Je me suis amusée avec l'animation Philippe, comme tu vas pouvoir le constater. Donc, Ouais. on sait que quand on évolue dans un contexte qui est stable, qu'on a une certaine certitude et prévisibilité, qui est simple, qui est clair, on n'a pas besoin d'une grande complexité intérieure. Donc, on pourrait dire qu'un stade de développement qui correspond à ça, ce serait des stades qu'on retrouve plus à l'enfance. Et quand on continue notre développement et qu'on atteint un stade plus socialisé, bien, là, ça veut dire qu'on est dans un monde adulte, donc on peut s'entendre que le complexe est un peu plus le contexte est un peu plus complexe. Et le X, c'est que là, en ce moment, on n'est pas dans un contexte qui est très stable ou certain ou simple ou clair. On est dans un contexte qui est vraiment plus VICA. Donc, Philippe, si tu veux faire la prochaine, oui, c'est ça. Donc, on est vraiment dans un contexte qui est VICA. Donc là, voyez-vous, juste prendre une petite minute pour regarder. À droite, on voit VICA qui est complètement en haut de la flèche, mais on voit que le stade socialisé, qui serait le stade de développement de l'adulte, est plus bas dans son évolution. Donc, il y a comme le stade de conscience actuelle des leaders et un leader qui est plus à un stade socialisé n'est pas assez complexe intérieurement. Oui, c'est beau, tu peux y aller, Philippe, pour rencontrer la complexité du contexte. Le niveau de complexité intérieure qui serait en résonance avec un monde plus VICA, ce sera un niveau self-authored ou un niveau auteur. Donc, c'est comme si le contexte demanderait au leader d'avoir un stade opérationnel intérieur qui est plus complexe que le stade où la majorité des leaders actuels opèrent. Et ce que ça crée, c'est ça crée ce qu'on appelle un challenge développemental ou un défi développemental, que là, on ne peut pas juste apprendre des nouvelles habiletés comme animer un meeting ou comment faire des spreadsheets, des feuillets Excel. Il y a vraiment quelque chose en termes de développement intérieur, de croissance qu'on doit atteindre pour être capable, en tant que leader, de rencontrer la complexité qui est présente dans le contexte. Et c'est ce que permet de faire de l'évaluation du leadership circle, du moins le modèle
du Leadership Circle, c'est de faire cette bascule-là d'un stade socialisé à un stade auteur. Certains vont dire de passer du je au nous. Donc, il y a comme une espèce de transcendance, une certaine transcendance de l'ego quand on fait ce passage du socialisé au stade auteur. On n'est plus dans le mode je vais me protéger moi et mon ego. Je me rends compte, ah oui, j'ai un ego, ça fait partie de qui je suis. Et plus grand que ça, qu'est-ce qui m'anime moi? C'est quoi mon purpose? C'est quoi ma mission de vie qui m'anime et qui me donne envie d'aller de l'avant, qui est plus grande potentiellement que la peur et le protectionnisme que j'avais au stade socialisé. Ok, merci. Et c'est là qu'intervient le modèle du Leadership Circle, le cercle leadership, qui est à la fois un modèle graphique, qui est à la fois la manière dont seront présentés les résultats d'un 360, mais qui est aussi un modèle conceptuel. Et avec deux concepts essentiels, bon, que tu vas peut-être développer un tout petit peu plus, Stéphanie. Oui, merci. Effectivement, quand on passe du réactif au créatif, c'est pas juste des mots qui sonnent bien puis qui font joli sur une feuille. Il y a vraiment des modèles des espèces de modus operandi qui sont complètement différents. Quand je pars plus dans un leadership qui est réactif, ce sur quoi je me focalise, sur qu'est-ce que je veux à tout prix éviter, sans nécessairement m'en rendre compte que c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, si j'ai peur de déplaire, je vais prendre des décisions en fonction de ça. Si j'ai peur d'avoir l'air un peu idiot, ben, je vais faire des décisions en fonction de ça. Si j'ai peur de ne pas atteindre mes résultats, ben, je vais prendre des décisions en fonction de ça. Donc, je suis pas en train de prendre une décision en fonction de ce que la situation me proposerait ou en fonction d'un idéal plus grand que moi, de ma mission qui est plus grande. Je suis vraiment en train de prendre des décisions en fonction de comment je peux assurer un certain sens de sécurité, protéger qui je crois que je suis. Donc, on est vraiment on vit plus petit dans le réactif et on est vraiment, en anglais, on dit, on joue pour ne pas perdre, playing not to lose. Et à force de détricoter ces croyances-là et de se rendre compte que ce ne sont que des croyances et qu'il y a des choses, il y a des possibilités beaucoup plus grandes, on commence à pouvoir opérer un petit peu plus dans un niveau qu'on appelle le stade créatif. Et créatif, c'est pas nécessairement artistique. C'est créatif dans le sens vénératif. Je suis en train de prendre des décisions pour vénérer co-créer un futur qui est plus grand que nous et qui est important pour moi profondément. Et c'est à l'intérieur de ce sens de mission de vie que je vais chercher ma passion et mon énergie pour générer ce futur-là avec les gens avec qui je collabore. Donc, si dans le réactif en bas de la ligne, I'm playing not to lose, je joue pour ne pas perdre, au-dessus de la ligne, je joue pour gagner. Donc, la posture mentale est complètement différente. Mon focus d'attention est complètement différent. Donc, c'est vraiment une posture, une façon d'opérer qui est évolutive et qui est vraiment très distincte du réactif et du créatif. Qu'est-ce que tu rajouterais, Philippe? Rien, c'est parfait. Je trouve, non, en vrai dire, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est une distinction tellement clé dans le Leadership Circle. Et l'étape que nous, coachs, menons, qui est d'accompagner les gens à prendre conscience des moments où ils sont dans le réactif, des moments où ils sont dans le créatif, qu'est-ce qui les mène dans le réactif, quelles sont les croyances associées, comment shifter de l'un à l'autre, c'est tellement une partie importante du modèle et du travail derrière qu'on pourrait en parler longtemps. Mais c'était très clair. Et l'idée, c'est un petit peu comme s'il y avait vraiment deux sens d'exploitation différents. Un système d'exploitation réactif qui donne du sens d'une certaine manière et un autre qui donne du sens. Et la même situation peut être interprétée différemment. Et d'ailleurs, suivant des fois mon propre contexte, je vais être dans le mode réactif ou dans le mode créatif parce que je serai reposé ou parce que différents facteurs rentreront en compte. Donc, c'est un petit peu, moi j'aime bien l'idée du véhicule hybride. C'est un peu comme je suis à essence, en bas un carburant fossile et un carburant vert en haut. Mais bon, l'idée c'est déjà le simple fait d'avoir conscience de cette distinction peut amener un grand changement, peut faire partie de la culture d'une entreprise et contribuer beaucoup à la transformation. Peut-être tu peux nous dire un petit peu plus Stéphanie, des trois modes, tu l'as évoqué, mais je pense que c'est les trois modalités Les réactives. trois modes réactifs. Donc, quand on opère en bas de la ligne dans ce qu'on appelle les tendances réactives, ce qui est fameux dans le modèle du Leadership Circle, c'est que
Évidemment, comme toutes les évaluations 360, on peut trouver un statut sur les compétences en leadership, ce qui se trouve au-dessus de la ligne. Et ce qui est unique avec le modèle du Leadership Circle, c'est qu'on voit aussi les tendances et le système de croyances sous-jacents aux comportements que j'ai qui sont moins efficaces dans mon leadership. Et on a regroupé ces trois tendances-là selon les recherches de Karen Horney, selon trois tendances réactives. On a la conformité, la protection et le contrôle. Donc, quand j'ai une tendance à la conformité, comment ça va se manifester dans mon leadership? C'est que j'oserais pas prendre de décision, je n'imposerai rien. Et en dessous de ça, mes craintes, ce que je tente de protéger, c'est j'ai peur de ne pas être aimée. Je veux vraiment faire plaisir aux gens. Je veux m'assurer de bien saisir les attentes des autres personnes pour y répondre adéquatement. Moi, j'ai été prise longtemps dans ce pattern-là. Et encore des fois, ça m'arrive. Je souhaite être acceptée par les autres parce que, et donc, le coût de ça, c'est que je veux tellement être acceptée qu'en tant que leader, ben, c'est plus difficile pour moi d'énoncer une vision qui est inspirante parce que ça veut dire que je sors du lot, je deviens un petit peu plus exceptionnelle, tandis que la conformité, je veux faire partie du groupe, ça assure ma sécurité. Si j'ai une tendance plus à la protection, alors là, pensez vraiment au sage en haut de la montagne. Donc, ma protection, c'est vraiment une protection émotionnelle en maintenant une espèce de distance avec les gens autour de moi. Donc, je vais maintenir cette distance-là en créant un sentiment de supériorité ou en m'assurant toujours d'avoir raison. Donc, je vais souvent, je vais dire, mon faire démolir les idées des autres personnes dans le but de mettre en valeur ma propre idée. Et l'idée, c'est vraiment d'être autonome et de s'assurer que les gens ne voient pas que je suis potentiellement un humain vulnérable. Donc, la peur, ce que je redoute dans la protection, c'est vraiment d'avoir l'air peut-être un peu idiot ou d'avoir l'air vulnérable ou que mes idées ne soient pas les bonnes parce que je suis mes idées quand j'ai une forte tendance à la protection. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer que quand je suis prise dans cette tendance-là, je veux vraiment maintenir mon identité, que moi, je suis quelqu'un qui sait, qui amène les bonnes idées, qui amène les bonnes solutions. Et toute situation qui pourrait remettre ceci en question va réactiver mon pattern de protection. Et c'est là que je vais commencer à enclencher toutes sortes de débats pour m'assurer que je protège ce sens identitaire-là. Et la troisième tendance, celle qu'on appelle au contrôle, qu'on appelle la tendance au contrôle, et cette tendance, elle est souvent bien reconnue chez nous parce que longtemps, et même dans plusieurs organisations, c'est encore cette tendance-là qui est célébrée, qui est récompensée dans le système de performance, parce que la tendance au contrôle, c'est un peu la croyance de je suis mes résultats. Donc, on va voir si vous avez dans vos situations de coaching un leader qui se fait dire, bon, ben, on m'a dit que je devais faire du coaching parce que je suis pas capable de déléguer. Ça, c'est potentiellement un leader qui a une tendance au contrôle parce que si moi, j'ai une tendance au contrôle, ce qui est important pour moi, c'est d'atteindre les résultats coûte que coûte. Si pour atteindre mes résultats, je dois travailler le soir, les week-ends, je dois sacrifier ma vie familiale, si je dois reprendre le travail que mon employé a fait qui n'est pas adéquat, qui n'est pas assez bon, je vais le refaire. Si il faut que je dise quoi faire à mon employé, vraiment avec beaucoup d'autorité, ça va assurer que les résultats que nous allons fournir ou que les résultats que je vais fournir ou les résultats auxquels je suis associée sont de haut calibre, de haut niveau et qui sont vraiment, que j'ai coché toutes les cases. Donc, ma tendance au contrôle, c'est pour protéger le sens identitaire que j'ai, que je suis quelqu'un qui livre la marchandise. Je suis quelqu'un qui n'échappe pas les balles. Donc, ça, c'est une tendance qu'on peut voir et à chacune des tendances, il y a un coût associé en termes d'efficacité en leadership. Vous le savez, un leader qui a une tendance au contrôle, qui ne sait pas déléguer, il va avoir de la difficulté avec le travail d'équipe parce que travailler en équipe, non, ça prend du temps. Puis déléguer, ça prend du temps. Puis c'est jamais aussi bien fait si je le délègue. Donc souvent, il va y avoir un coût en termes de compétences en leadership parce que je suis en train de protéger cette partie-là de moi. Et ça m'assure, moi, mon sentiment de sécurité, et le sentiment que j'ai de la valeur dans le monde. Donc, c'est très, très tendre et très précieux. Puis c'est pas un mauvais leadership, là. C'est vraiment un passage obligé que chacun de nous on traverse et avec potentiellement du coaching, avec des prises de conscience, on peut se rendre compte que,
il peut y avoir un monde où il y a plus d'espace, il y a plus de possibilités que ces croyances limitantes-là que j'ai bâties tout au long de ma vie, que j'ai renforcées tout au long de ma vie, mais qui peut-être, seraient devenues un peu désuètes pour me servir moi et pour servir ce purpose-là, cette mission-là qui est plus grande que moi. Quelque chose à Non, ajouter, Philippe? non, non, rien, absolument. C'est très juste. Ces trois tendances sont essentielles et ça fait partie vraiment du Leadership Circle. Et on va le voir tout de suite dans une manière d'utiliser le Leadership Circle. Ça peut être à travers les concepts qui sont derrière. Il y a un excellent livre des fondateurs qui s'appelle Maîtriser l'art du leadership en français. Mais ça peut être à travers un outil qui est un 360. Et ce 360, on va retrouver à l'intérieur d'un cercle les... alors, pardon, on va retrouver à l'intérieur d'un cercle, mais je n'ai pas peut-être pas la bonne version. Je n'ai pas très lisible, il me semble, mon cercle. Bon, Non, il voilà, n'est je vais pas vous très montrer. visible. Vous Ouais. montrez un cercle complet. Vous avez droit au cercle absolu avec toutes les dimensions. Ce qui peut sembler beaucoup à première vue, mais en fait, c'est assez simple. Ce cercle permet de mesurer pour une personne donnée où il en est du point de vue à la fois des capacités créatives, des compétences créatives et des tendances réactives. Alors là, à vrai dire, c'est un profil qui n'est pas si fréquent parce que ce profil tel qu'on le voit, on voit beaucoup de choses en haut et peu de choses en bas, et le haut représente les mesures des compétences créatives. Donc, et il y a deux mesures. Il y a un trait noir qui est l'auto-évaluation. Chaque personne qui remplit le questionnaire associé à ce profil répond pour lui-même. Et puis, il y a une moyenne de tous les autres qui ont évalué pour lui. Dans ce profil, dans ce processus, c'est un 360, donc on interviewe aussi les pairs, les, les collaborateurs directs, les différentes personnes, parties prenantes avec laquelle la personne répond, et la partie colorée représente la moyenne de tous les autres évaluateurs. Donc, dans ce profil particulier, on voit qu'il y a des endroits où il y a une différence entre la manière dont la personne s'évalue et la manière dont les autres s'évaluent. Vous retrouvez la zone réactive en bas, la zone créative en haut. Vous voyez aussi qu'il y a un autre axe qui est l'axe relation-tâche, parce que, il y a des compétences qui sont plus liées à l'aspect relationnel et d'autres qui sont plus liées à la capacité d'action, qui est du côté tâche. Et puis il y a un certain nombre d'échelles tout autour. Mais typiquement, ce profil-là est le profil d'un leader qui a déjà beaucoup travaillé. Donc, ce n'est pas forcément le profil le plus typique. Stéphanie, tu veux dire quelque chose? Non, c'est juste que j'ai bu de l'eau, j'avais fermé mon micro. Ok, non, je pensais que tu voulais. Très, très communément dans un profil de leader plus commun, et je pourrais vous en montrer d'autres plus tard, il y a des zones réactives qui apparaissent, et ces zones réactives, c'est la partie sur laquelle on travaillera de manière plus directe. Donc ça, c'est le, le- je dirais la matière première de base avec laquelle on travaille au moment d'un coaching, souvent au début d'un coaching, parce que ça permet de faire un bilan. Et il y a aussi une mesure en bas qui est une mesure de l'efficacité du leadership, qui est mesurée à travers des questions spécifiques qui sont posées aux personnes qui ont répondu. Bon, là, ce qui est intéressant dans ce profil en particulier, c'est qu'il y a un pattern qui est que ce leader en particulier se sous-évalue sur beaucoup de dimensions créatives. Vous voyez c'est plus élevé, la zone colorée, que c'est très noir. La manière dont les autres le voient en termes de leadership est beaucoup plus élevée que la manière dont il se voit lui-même. Il y a sans doute un travail d'exploration pour comprendre ce gap entre sa perception et la perception des autres. Un point important aussi de cette évaluation, c'est que toutes les mesures qui sont présentées dans ce cercle vous voyez qu'il y a une échelle partout de 0 à 100. Et cette échelle est une échelle qu'on appelle en percentile, c'est-à-dire qu'on compare la notation ou les notes brutes du leader à un groupe de référence qui est passé à travers, qui a lui-même fait l'évaluation du Leadership Circle. Et donc, ça permet de se situer par rapport à d'autres. Si je suis à 50, ça veut dire que 50% des gens sont au-delà de mon, sont au-delà de moi. Je voudrais couper, il y a un son qui me gêne. Euh, que 50% sont au-delà de moi et 50% sont au-dessus. Si, comme ce leader, on prend l'efficacité du leadership évaluée par tous les gens qui l'ont évalué, il est à 90, ça veut dire qu'il est dans les 10% des gens les plus efficaces
évalués par leurs évaluateurs, alors que lui-même se situe dans les 30% les moins efficaces. Ce serait intéressant et on voit qu'il a une tendance réactive un petit peu plus grosse que les autres, qui est le désir de plaire, qui est celle-ci. Et ce sera il y aura différents éléments qui seraient vraiment intéressants d'explorer dans ce profil avec la personne. C'est là où intervient le fait que, on vous en parlera tout à l'heure, on apprend, et il y a tout un processus de formation pour apprendre à débriefer un profil de manière efficace. Stéphanie, peux-tu ajouter quelque chose? Euh, Non, déjà, tu commentais le profil. Je me suis dit, ah oui, le désir de plaire, peut-être que ça explique les écarts entre l'auto-évaluation et l'évaluation des évaluateurs. Peut-être que cette personne-là est tellement prise dans un pattern de plaire qu'elle a l'impression d'en faire jamais assez. D'où des écarts, je sais pas. C'est le genre de pattern qu'on peut voir avec l'aspect dynamique de ça. Ça semble peut-être un peu intimidant, mais à partir du moment où on sait où regarder et comment regarder. On peut facilement mettre en lumière des patterns. Et Philippe, d'entrée de jeu, tu parlais que ça accélère le processus de coaching, le processus développemental d'une certaine façon. Du moins, ça accélère les prises de conscience. Et c'est ce genre de pattern-là qu'on peut voir rapidement avec le profil qui nous donne vraiment accès à une information qui, autrement, serait peut-être plus longue à aller chercher. Absolument. Alors, c'est intéressant de voir quel est le rapport entre ces évaluations et en particulier l'efficacité du leadership qui est ici et l'impact sur les performances dans les entreprises. Euh, est-ce que ça a un impact sur le fait qu'une entreprise est plus performante ou pas? Et donc, le Leadership Circle a mené une étude sur 6 critères qui sont des critères très business. Vous verrez que l'idée, c'était de parler le langage des entreprises tel que beaucoup le parlent, c'est-à-dire autour de 6 critères qui sont le revenu, les parts de marché, la rentabilité, la qualité de produit, l'innovation et une mesure de performance globale. Donc 500, à peu près 500 organisations ont été mesurées sur ces cinq critères-là. Et l'idée a été de regarder quel était le profil des dirigeants qui dirigeaient ces organisations et de prendre d'agréger les profils des dirigeants des 10% d'entreprises les moins performantes et des 10% d'entreprises les plus performantes. Et donc ça, ce sont des profils agrégés. En ce sens, on a pris le profil de tous les dirigeants. Il y en avait une quarantaine pour les moins, quarantaine pour les plus performants. Et on les a cumulés comme si c'était une seule personne. Et voilà à quoi ressemble le profil des dirigeants des entreprises les moins performantes et les plus performantes. Est-ce que tu veux commenter, Stéphanie? Non, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On a vraiment une corrélation très étroite entre un leadership réactif, créatif et la performance en entreprise. C'est-à-dire que les entreprises les plus performantes ont en général des leaders qui démontrent un leadership qui est plus créatif. Et si je peux me permettre, Philippe, il y a Damien qui a écrit dans le chat, est-ce que l'objectif est d'être le moins possible dans le réactif pour être complètement dans le créatif, ou est-ce qu'il y a une sorte de tendance à aller plus dans le créatif et moins dans le réactif? Est-ce que parfois, il ne vaut pas mieux être dans le réactif? C'est vraiment, merci de la question, c'est une excellente question et souvent on nous la pose. Euh, je veux juste réitérer, créatif, c'est pas du mauvais leadership et réactif. Créatif, c'est pas du bon leadership et réactif du mauvais. C'est un passage développemental. Ce qui arrive, c'est que quand, en tant que leader, j'opère dans un leadership qui est plus réactif, c'est juste que c'est moins efficace. Ça me demande plus d'énergie pour atteindre les mêmes objectifs et souvent, les résultats que j'obtiens sont plus dans une formule oscillante. Donc, je vais avoir mes comportements réactifs, j'atteins les objectifs, je relaxe dans mes comportements réactifs, les résultats diminuent. Donc, et un leader, selon le contexte, le même leader peut avoir un profil qui est très créatif et 2 ans plus tard, refaire l'évaluation et avoir un profil qui est plus réactif. Donc, c'est important quand on est un praticien de vraiment considérer le contexte parce qu'à la limite, tout ça, ce que c'est un miroir et je vais même oser dire un prétexte au développement du leader. Donc, voici comment tu es dans ce contexte-là. Donc, dans un contexte toxique, par exemple, voici comment ton leadership se déploie.
Ah, intéressant. Qu'est-ce que ça vous dit, monsieur, madame la leader, à propos de vous-même, que vous vous déployez comme ça dans ce contexte-là? Donc, c'est vraiment toujours au fil de la conversation. Donc, faut être prudent de pas dire réactif mal, créatif bon. Fait qu'on veut pas ça. Et on a tous un peu de réactif, hein. C'est un peu Oui. comme mettre du beurre quand on fait cuire un steak. Donc, ça, ça prend un peu de gras pour que ça goûte, là. Joli. Et rappelez-vous les cercles concentriques des stades de développement. L'idée, c'est qu'il y a un leader égocentrique en chacun d'entre nous. Il y a un leader réactif, il y a un leader créatif. Parfois, où est notre centre de gravité? Ça dépend de nous, ça dépend du contexte. Mais pour, pour le faire court, il y a un leader égocentrique, il y a un petit Trump à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a un leader réactif. Je sais que c'est difficile à accepter comme idée, mais en même temps, ça amène un peu de compassion. Donc, il faut être. Et on peut se poser la question quand on voit le très beau profil créatif que je vous montrais tout à l'heure. Typiquement, face à un profil comme ça, il peut y avoir deux hypothèses. Enfin, il peut y avoir mille hypothèses, mais il y en a deux intéressantes que j'aime bien creuser. Qui est soit la personne qui est dans ce mode très créatif, il est en train de s'épanouir pleinement dans son rôle. Voilà, tout va bien et il a des choses à travailler, et on peut le supporter là-dedans. Mais peut-être aussi, il y a un moment où il va commencer à s'ennuyer. Et peut-être qu'il aura besoin d'une piscine plus grande, d'un contexte plus grand, qui va le remettre en mode réactif et qui va l'aider à grandir. Et souvent, dans des profils comme ça, quand on creuse un peu, la question devient, bon, c'est quoi l'étape suivante? Parce que, voilà, en changeant de contexte, en gérant une équipe plus grande, ou en changeant complètement d'entreprise ou de secteur ou de type d'activité, soudain, le profil va changer. Il y aura des choses qui resteront les mêmes. Très souvent, les tendances réactives sont relativement constantes. Celles qui vont se déployer à un moment qui appelle de la réactivité. Mais la nature globale du profil, sa physionomie peut changer. Et le bon profil, c'est toujours celui que vous avez. Il n'y a pas de question, je dirais. On part de celui-là et on explore on explore le. Et si vous avez envie de tester, mais je crois que vous l'avez peut-être fait, puisque il y a une version en auto-évaluation qui donne juste le trait noir, mais qui permet de voir le type de questions qui sont posées, de s'évaluer. Ceux d'entre vous qui n'auraient pas fait cette auto-évaluation, je vais coller le lien dans le, dans le chat. Voilà. Alors, avant d'ouvrir la conversation un petit peu plus, il y avait cette raison d'utiliser le modèle quand on est un coach. Il y a des raisons aussi qui sont pour certaines les mêmes pour un dirigeant. Clairement, ils perçoivent le modèle haut de gamme. Il y a un coût qui n'est pas tant le coût du modèle d'ailleurs, qui est l'investissement dans le coaching qui va avec. Parce que, en fait, c'est pas juste une évaluation, on s'arrête là. En général, on est parti pour 6 mois, 12 mois de coaching, 5 ans de coaching, même si c'est pas forcément 5 ans en une seule fois. Donc, il y a un côté, beaucoup de valeur derrière. Ça accélère les choses, le travail en profondeur. Il y a un impact sur les gens qui le font, qui est au-delà de leur rôle professionnel. Souvent, j'ai des clients qui me disent que ça a changé, dans mon expérience, ça a changé mon rapport à mes enfants. Bon, ils m'ont aidé aussi beaucoup. Mais la prise de conscience qu'a amené le travail autour du modèle a changé considérablement mes rapports avec mes 5 enfants. Bon, chaque fois que j'y pense. Euh, donc un impact réel. Là, on vous a montré qu'il y avait un impact sur les performances, qu'il y avait vraiment une corrélation entre le développement du leader et les performances de l'entreprise. Le fait qu'on puisse travailler au niveau du groupe ou de l'individu. Et puis, l'idée, c'est il y a pas de transformation d'entreprise ou d'organisation qui peut se faire sans transformation du leader lui-même. Quand les gens en sont arrivés à cette conclusion et qu'ils se rendent compte qu'ils sont parfois l'obstacle à toute transformation, c'est vraiment un outil et un modèle précieux pour eux. Un mot sur le processus de certification, peut-être, pour vous dire Oui, le. certainement, certainement. Donc, la certification, pour ceux et celles d'entre vous qui auraient envie d'aller plus en profondeur dans ce modèle-là et même de l'intégrer dans votre pratique de coaching, dans le fond, vous allez sur notre site, vous vous inscrivez et suite à ça, ben, vous recevez de l'information pour compléter un travail préparatoire en ligne. Et il y a aussi en préparation à la session une
vous vivez vous-même l'expérience du 360 avec un débrief, avec un coach certifié Leadership Circle. Donc, vous faites tout cet arc-là et vous arrivez donc à la session, à l'atelier de certification en ayant vécu un débrief Leadership Circle Profile et en ayant déjà fait une petite préparation cognitive pour ceci. Donc là, vous vivez le 3 jours ou nous, celui en français qu'on va offrir au mois de novembre, c'est sur 5 jours plus des demi-journées. Donc, on vit l'atelier ensemble, on approfondit, on pratique le débrief plusieurs fois. Et suite à ça, il y a une autre partie qui se trouve en ligne et vous avez une évaluation incluse après votre certification, une évaluation gratuite que vous pouvez déjà appliquer avec un de vos clients ou avec quelqu'un que vous connaissez, juste pour la pratique. Et vous avez même accès aussi à 1 heure de mentorat avec un de nos coachs pour vraiment vous assurer que vous vous sentez prêt, qu'il n'y a pas d'autres questions qui restent là. Il y a d'autres rencontres de communauté aussi, donc qui suivent l'arc de certification. Mais grosso modo, ce sont les étapes pour devenir certifié Leadership Circle Profile. Super. Alors, peut-être des dernières informations manquantes, juste que vous ayez les détails pratiques. Il y a une certification en français du 10 au 14 novembre qui sera en ligne. Euh, c'est en ligne, mais c'est une expérience. C'est pas, il y a beaucoup d'interactions. C'est sur 5 demi-journées, beaucoup de travail en groupe, en sous-groupe. Donc, la réflexion qu'on a le vendredi en général, c'est, je n'ai pas vu la semaine passée, et c'est de 9h à 14h pendant 5 jours. Nous la co-animerons, Stéphanie et moi, avec grand plaisir. Et il y aura sans doute à la fois des participants du Canada et de France, donc il y aura un petit côté international. Et il y en a enfin, il y en a pas tout le temps parce que là, il y a moins de coachs en français qui se sont intéressés à ce modèle. Sans doute parce que du côté de la France, les modèles développementaux n'ont pas traversé l'Atlantique. Je sais qu'au Canada, vous êtes beaucoup plus avancé, mais en France, il y a une demande enfin, les gens ne connaissent pas simplement. Donc, il y a pas énormément de certifications en français. C'est en gros tous les 18 mois. Après, il y en a quasiment tous les mois en anglais, donc si vous pratiquez l'anglais, vous pouvez aussi le faire avant. Mais voilà, si la certification en français vous intéresse, il y a une opportunité en novembre et on serait ravis de vous retrouver si vous décidez de le faire. Mais au-delà de ça, indépendamment de la certification, il y a un excellent livre que vous pouvez lire aussi et qui peut vous aider à rentrer dans le modèle. Donc, je vais vous montrer dans un instant. Je vais arrêter de partager et on va revenir entre nous. Et voilà, donc peut-être c'est le moment d'ouvrir un peu la conversation, de vos réflexions, vos questions, voilà, les questions que vous vous posez ou ce que cela vous inspire euh, par rapport à vos pratiques. C'est bon, un peu de silence, incroyable. J'en aurais dû essayer. Non, j'ai une question, hein, c'est encore Damien. Là, Philippe, Stéphanie, si vous avez présenté un premier practitioner et un deuxième, le parcours de practitioner et puis de l'autre, 5 jours. C'est deux choses différentes, c'est la même chose parce que j'avais pas l'impression que le timing était le même. Comment ça se passe en fait? Ça fait partie du parcours de practitioner. Je vais revoir le slide. Peut-être qu'on s'est un peu mélangé dans les slides. Il y avait. Parce qu'il y a aussi répondez LCP, On a un débriefer. parcours de certification. Toutes les étapes pré-poste sont les mêmes, mais il y a une D'accord. version sur 3 jours. La plupart de nos sessions sont virtuelles 3 jours, surtout en Amérique du Nord. Mais pour les fins de 2 fuseaux horaires, on a décidé d'avoir une version sur 5 jours, mais ce sont des D'accord, journées ok. plus courtes versus les Oui. 3 jours qui sont des journées pleines. Ce que Philippe et moi vous proposons, ce sont sur 5 jours, qui sont plus comme des demi-journées, là. Ok, ok, c'est clair. Merci. Oui, c'est 5 heures par jour, mais bon, c'est intense, c'est très interactif. Euh, Bon, vous utilisez sûrement d'autres modèles. Un des aspects intéressants du modèle Leadership Circle, c'est qu'il permet d'intégrer d'autres approches aussi à l'intérieur de manière très ouverte. C'est pas un modèle dogmatique fermé, il est très ouvert. Donc, chez notamment les gens qui utilisent l'Ennéagramme, vous avez sûrement, si vous connaissez, si vous êtes familière avec l'Ennéagramme, vous avez sûrement reconnu certains éléments, notamment
la trilogie, si je peux me permettre, qu'on retrouve dans l'énéagramme. Il y a aussi des modèles comme même Peter Senge qui ont inspiré M. Bob Anderson dans la création de ce modèle-là. Philippe, tu as parlé un peu de l'intégration de l'ombre quand on arrive plus à un niveau intégral. Donc là, on va chercher un peu du modèle de Carl Jung qui parle beaucoup de l'ombre. On parle aussi des modèles de polarité qui sont très, très, très présents, qui complètent tellement bien ce qu'on trouve dans le Leadership Circle. On a des modèles sur les Inner Family System, sur les parties, les différentes parties qui nous constituent, comment on peut donner une voix à ces différentes parties-là. Donc, je vous donne quelques exemples, là, mais on a aussi des gens qui utilisent même des modèles comme Hogan en complément avec le Leadership Circle Profile pour aller chercher. Parce que le Leadership Circle Profile, on va se le dire, ce n'est pas un test de personnalité. C'est un test qui donne la rétroaction sur comment mon leadership est vécu dans ce contexte-là. Donc, au travers du temps, ça va changer. C'est pas comme quelque chose comme un MBTI ou même les tests qui donnent des couleurs. Ça peut utiliser en complément, mais ça donne pas la même information. Et Christine, Christine, tu as levé la main. Oui, j'avais une question au tout début, hein, vous disiez que le modèle était davantage axé sur l'aspect cognitif, hein, spirituel. Euh, Quand on fait la rétroaction sur le rapport, est-ce que vous avez un guide d'accompagnement? Parce qu'en quelque sorte, on va travailler les résultats en coaching, en mode coaching, à quelque part, pour aller au-delà de la simple analyse et prise de conscience. Alors, comment vous le travaillez quand vous êtes en coaching? excellente question. Philippe, je te laisse la place. Oh, c'est gentil, j'essaie d'éviter le mansplaining. Donc, euh, ce qui est dur, tu sais. Euh, et du coup, je sais pas quoi dire. Non, bien sûr qu'on a des méthodes. Il y a un manuel qui est livré avec, qui est offert en même temps que le résultat, et qui est à la fois pour le débriefeur et le débriefé, mais c'est aussi ce à quoi sert les 5 jours de formation. C'est de voir comment, dans le débrief, on va pouvoir ouvrir des portes qui vont être autant d'avenues pour le coaching. Après, chacun d'entre nous a ses propres modèles de coaching. Donc, on ne veut pas imposer un modèle particulier, mais un modèle qui va très bien avec le Leadership Circle, c'est le modèle de Kegan qui s'appelle Immunity to Change. Très souvent, à l'issue du immunité au changement, à l'issue du 360, la personne identifie un grand thème sur lequel il peut travailler, qui devient un one big thing, un grand objectif. Et ce grand objectif se décline ce grand objectif se décline à travers le modèle de Kegan en Immunity to Change en action. Et donc, ça peut être ça qu'on utilise comme modèle de coaching derrière. Mais toute la formation liée au débrief vise à mettre la conversation dans des bonnes pistes pour aller chercher, identifier vraiment les zones à travailler. Et en général, à travers un seul 360, on a du travail pour 18 mois. Et ce qui est intéressant, c'est de le refaire alors 18 mois après ou un an après pour mesurer s'il y a des choses qui ont évolué. Donc il y a plusieurs process de débrief, de coaching qui peuvent suivre. Limited Change, les méthodes du Conscious Leadership Group fonctionnent très bien en complément avec aussi. Donc il y a, et c'est l'idée d'ouvrir les portes pertinentes pour aller les explorer ensuite avec les méthodes que nous utilisons. C'est ça, je suis peut-être imprégnée, vous l'avez évoqué au tout début, qu'en Amérique, on travaillait plus sur le comportement parce qu'avec une rétroaction qu'on fait, peu importe le modèle, euh, on va aider le client, on va l'accompagner dans ses stratégies pour venir modifier en quelque sorte un Yes. comportement. S'il est purement réactif, par exemple, et qu'il veut davantage s'ouvrir, euh, on va l'amener dans l'action en quelque sorte. Absolument, absolument. D'où Immunity to Change, qui est vraiment axé sur les comportements, sur le fait de faire des expériences, de mesurer ce qui s'est passé, de tester des croyances, ou d'où des méthodes inspirées de David Byrne, la psychologie cognitive, où il y a plein de morceaux qu'on peut utiliser pour aller explorer justement
les aspects cognitifs qui vont se dresser dans le chemin, mais il y a un travail comportemental, clairement. Mhm. Merci. Mais ce qui est bien, si je peux me permettre, parce que j'aime beaucoup ce sujet, le LCP permet d'aller au-delà du comportement. Tu sais, si on est plus dans le behaviorisme pur, on va dire, bon, ben, je vais me donner une récompense après avoir fait le bon comportement, puis je vais compter sur cette récompense-là pour être capable de changer le comportement à long terme. Ça, c'est plus une méthode purement behavioriste. Mais avec le LCP, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir derrière le comportement limitant, ah ben, tu sais, je sais pas, moi, je veux, j'ai un comportement que je veux changer, qui n'est pas celui-là qui est adéquat. Donc, on va voir derrière pourquoi j'ai ce comportement-là, qu'est-ce que je cherche à protéger pour après ça expérimenter avec un nouveau comportement. Mais plus qu'on va faire le travail en dessous, on peut s'attendre que c'est pas un changement de comportement qui repose seulement sur la volonté. Non, Une fois que la exactement. volonté, c'est ça. J'aime bien, oui, comment tu le présentes, parce qu'effectivement, il faut toujours aller voir derrière, hein, pour que C'est ça. ça parle et ça Oui. donne un sens finalement à la démarche que le client veut faire. Mm. Oui, absolument. Merci. D'autres questions? Vous pouvez aussi, enfin, les commentaires ou la manière dont vous recevez le modèle, ça nous intéresse aussi parce que si vous ne le connaissiez pas, on cherche à le rendre compréhensible, mais est-ce que les choses sont claires ou est-ce que vous avez des questions pour le rendre plus clair? Moi, je veux bien m'exprimer Oui. sur la clarté. J'ai le sentiment, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris et qui me parle, c'est comment accompagner chacun à avoir des prises de conscience plus justes, plus rapides au bon endroit pour ensuite faire un travail profond et durable. Voilà, c'est ça que je retiens de ce que vous avez Bien. partagé et qui me parle. Et qui me parle. D'ailleurs, je vous ai envoyé, Philippe, un mail en perso et Stéphanie aussi, mais j'arrive pas trop bien à vous connecter parce que je suis inscrite en novembre. Après, c'est des petites questions techniques, donc ils vont pas du tout intéresser le reste de la salle. Mais en tout cas, merci, merci infiniment pour cette présentation et cet élément qui, pour moi, est game changer, en fait, Et bravo véritablement. pour le sens de la synthèse. Je crois que j'avais chopé votre pitch. Il était très bien. C'était très. Merci. Hmm. Je mets bon, ok, je sais pas comment ça que ça fait ça. Mais je tente de mettre mon courriel dans le chat. Bah oui. Truc, 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 truc. Oh, voilà, je crois que j'ai réussi. Donc, si jamais vous voulez faire un suivi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Si je ne suis pas la bonne personne, je saurai vous réorienter à la bonne personne, mais ça me fait toujours plaisir. Ou trouvez-moi sur LinkedIn aussi, là, ça me fait toujours plaisir de parler avec des Euh, francophones qui sont passionnés avec ce modèle-là. de recevoir des mails, tu n'en reçois pas beaucoup, c'est pour ça. C'est triste. Je ne commenterai pas ce commentaire. Ouais, bon, on est presque bien au point de vue timing. Non, on est très bien au point de vue timing. On est Euh, excellent. 1 heure. Bah, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et pour ceux qui seront à la formation certifiante, on sera ravis de vous accueillir. Et puis, dans l'intervalle, vous pouvez lire l'excellent livre de Bob Anderson, Maîtriser l'art du leadership. Très Euh, bien traduit d'ailleurs, si je me permets d'ajouter. aussi. Voilà, donc bon après-midi, ou que les relais, bon après-midi ou bonne soirée à vous, et puis à un prochain webinaire. Merci à tous d'être venus, puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Au plaisir de vous revoir. Merci.